Si, en début de session ou dans des moments importants de phase de jeu, ton MJ prend le contrôle de ton personnage comme d'une figurine, le faisant bouger, lui dictant ses sentiments, et que ça ne te dérange pas, cette capsule n'est pas faite pour toi. Si après une scène qui a duré 20 à 30 minutes, tu réalises que le seul PNJ qui était avec vous, les joueurs et les joueuses, a pris 80-85% du temps de parole, que c'est lui qui brillait, le personnage du MJ, au point de te demander qui sont les véritables héros de cette histoire. Mais que ça ne te dérange pas, cette capsule n'est vraiment pas faite pour toi. Si en début de session ou en début de campagne, le ou la MJ plonge son nez dans ses livres ou ses feuilles et te fait la lecture interminable du lore de son univers pendant 10 à 15 minutes, et que ça ne te dérange pas, là, tu peux arrêter la vidéo dès maintenant. Mine de rien, je viens de te faire sauver 30 minutes de ton temps, et juste pour ça, ça mérite un pouce. Ou mieux encore, tu me fais un commentaire comme quoi, Eric, t'es le type le plus cool de la planète, après Bob l'éponge, bien sûr. Personne n'est plus cool que Bob. Je ne suis pas violent, mais si tu touches à Bob, mec, je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. This is Sparta! Pour les autres et ceux qui respectent Bob, nous allons identifier quelques moments où le MJ prend un peu trop de place. On va se donner des trucs pour corriger et voir toutes les possibilités, la richesse que ça apporte lorsque l'on laisse un peu plus de projecteurs à nos joueurs et nos joueuses. Allez, c'est parti! On plonge dans l'ADN du JDR. Imagitateur, imagitatrice, hello there! Comment que ça va bien les gens? Eric pour les imagitateurs du JDR et aujourd'hui, on se parle de ces moments où les MJ prennent beaucoup trop de place. Et attention, je ne suis pas là pour lancer la pierre, parce que cette foutue pierre pourrait se transformer en boomerang et me revenir en pleine gueule. Pourquoi? Parce que sur notre chaîne, qui est constituée à 80% d'actual play, sans doute que tu vas repérer des moments où moi, Eric, en tant que MJ, j'ai pris beaucoup trop de place. Et en matière de prendre sa place, je ne laisse pas ma place. Tout ce dont je vais parler aujourd'hui, je l'ai fait, et abondamment. Et encore aujourd'hui, des fois, je dois me parler pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et pour être tout à fait honnête avec toi, les 18 premières années de ma vie de rôliste, j'ai été conditionné pour prendre toute la place. Oh oui! Et ça, peut-être que d'autres vieux routiers vont se reconnaître dans mon expérience. Je vais sans doute te l'expliquer au cours de cette capsule. Et pour les rageux et les papes du JDR qui prétendent détenir la vraie vision des choses, eh bien sachez que c'est ma vision toute personnelle que je partage. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas pire, elle est juste différente. Donc si jamais je heurte ta sensibilité, vite, position latérale de sécurité, la bouche tournée vers le bas de sorte à ne pas s'étouffer dans ses fluides corporels, respire. Ah, ça devrait bien aller. Je vous aime. Donc ici, on va voir ces moments-là, quelques moments où le MJ prend beaucoup trop de place autour de la table par rapport à ses joueurs. On va se donner quelques trucs, quelques manières pour éviter de prendre trop de place et toute la richesse que ça apporte lorsque l'on se tasse un peu au profit de ses joueurs et ses joueuses. Et qui sait, certains d'entre vous pourront avoir un déclic parce que ce que j'avance, c'est logique, ce n'est pas con du tout. Et je ne suis pas le seul à penser ainsi. Ben que je suis pas con du tout. Non. Ne confondons pas les sujets ici. Bon, c'est parti. Et par quoi commence-t-on? Et pourquoi pas par les scènes où nous, les MJ, pendant 15 à 20 minutes, on prend toute la place avec notre PNJ. Oui, ça m'arrive encore souvent de le constater, de le voir, d'être témoin de ces meneurs, meneuses qui prennent un PNJ, ils l'amènent dans la scène et autour de lui, il y a 3 ou 4 joueurs et joueuses. Et là, au niveau du temps de parole, c'est 80-85% qui est accaparé par ce PNJ, ce personnage non-joueur. Et le maigre 15% qui reste est partagé entre les 3 ou 4 joueurs qui sont là à poser 3-4 questions, sans plus. Donc, le personnage qui a brillé, qui a pris toute la place dans la scène qui vient de s'écouler, c'est un PNJ, un personnage non-joueur. Si ça ne dure que 4 ou 5 minutes, ça va, mais lorsque la scène avoisine les 20 minutes et plus,
Et moi, désolé, lorsque je vais voir un film de James Bond, ce que j'aime, c'est que la caméra soit sur James Bond. Si la caméra est toujours sur le chauffeur, malgré qu'il soit sympathique, malgré qu'il fait quelques bonnes blagues, essentiellement, ce que je veux voir, c'est James Bond. C'est un peu comme ça dans le jeu de rôle. Les héros, ce sont les joueurs et les joueuses, leurs personnages. C'est eux que l'on veut découvrir, c'est eux que l'on veut connaître, que l'on veut voir. Ils ne sont pas obligés de resplendir et de briller, là. Ils peuvent être dans une merde pas possible, mais la caméra doit être sur eux. Beaucoup plus que sur un PNJ, à tout du moins plus que 15%, s'il vous plaît. Et encore une fois, je le répète, je ne suis pas là pour lancer la pierre, parce que pas plus tard qu'il y a 2 semaines, j'ai failli encore faire cette erreur. Je vais te spoiler un peu, te divulgacher un prochain scénario que je suis en train de préparer. Ça se passe à Détroit, de nos jours, et les 2 joueurs qui vont être devant moi vont interpréter 2 ripoux, des policiers corrompus qui travaillent pour la brigade des stupes. Et là, j'étais en train de réfléchir à une scène qui serait peut-être intéressante de voir. Leur capitaine, leur supérieur, qui les engueule comme du poisson pourri, qui est en train de leur passer un savon, parce que lui, il sait que ce sont des pommes pourrites, des ripoux. Ils ont toujours les affaires internes sur le dos, ils s'en sortent toujours in extremis, mais il n'y a pas de fumée sans feu, là. Ils s'en doutent. Et là, je pensais à cette scène où le capitaine est en colère et je me suis dit « Wow, Eric, qu'est-ce que tu es en train de faire? » Ces 2 policiers qui se font ramasser par leur capitaine, mais c'est leur supérieur. Oui, j'ai des bons joueurs devant moi qui vont être capables de sortir 2 ou 3 tirades, mais essentiellement, s'ils en font trop, le capitaine a juste à dire « Mettez votre plaque et votre pistolet sur le bureau, vous êtes suspendu. » Le projecteur aurait été essentiellement sur le capitaine, un PNJ de passage. Certes, ça aurait pu faire une scène savoureuse si mon interprétation du capitaine est superbe, mais les héros de cette histoire, ce n'est pas le capitaine. Ce sont les 2 personnages de mes joueurs. C'est eux, les James Bond, que je veux voir, la tête d'affiche. Alors, j'ai repensé ma scène différemment dans ma tête. On va voir le capitaine en colère, mais pas plus de 15 ou 20 secondes. Ensuite, il va se calmer et c'est peut-être plus un désespoir qu'on va voir sur ses traits alors qu'il va s'asseoir au bureau. Et là, je vais pointer l'un des policiers, l'un des ripoux, exemple, posons Nolan, et lui dire « Nolan, pourquoi t'es devenu policier à la base? T'avais quoi, 19 ans? Pourquoi t'as pris l'insigne? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir un flic? » Et là, soit le joueur va répondre avec un RP acting en répondant au capitaine, ou soit il va me répondre un peu en HRP, me révélant ses pensées et une partie de son passé. Ici, je fais une petite parenthèse. Pour moi, il y a le RP et le RP acting. Le RP, c'est de dire « Ah, mon personnage a mal au cœur, donc je vais me diriger vers la salle de bain. » Et le RP acting, c'est « Ah, je commence à avoir mal au cœur, je vais aller à la salle de bain, excusez-moi. » Les 2, c'est du bon RP. C'est juste différent et moi, je suis beaucoup dans le RP acting. C'est un peu comme ma façon d'écrire le show don't tell. Ne dis pas, montre-le. Mais les 2, ça reste du RP, du roleplay. Donc, comme je le disais, soit le personnage va se livrer à son capitaine avec du RP acting, lui dire qu'est-ce qu'il en est, pourquoi il est devenu policier à l'âge de 19 ans, ou soit c'est le joueur qui va me partager l'information en HRP en me disant écoute, moi dans ma famille, on est policier de père en fils. Et là, ça devient intéressant parce que on a enlevé le projecteur du capitaine pour le placer sur les joueurs et on apprend à les connaître. On va fouiller dans leur vie, leurs pensées. Soit le joueur avait préparé le truc avant, soit il l'a improvisé, qu'importe. Mais c'est intéressant! OK, là c'est un one-shot, mais si on était en mini-série, le fait que son père, lui, est un policier droit comme un i, s'il fallait qu'il apprenne que son fils est un ripoux, une ordure des stupes qui prend la moitié de la drogue pour se faire de la thune, on a de quoi d'intéressant là. Et je vais faire la même chose avec le plus jeune policier, le pointant du doigt en disant « Toi, il y a à peine 2 ans, alors que tu portais l'uniforme blue-black des policiers de patrouille, tu ne récoltais que les honneurs. Maintenant que tu es dans les stupes, regarde ce que tu es devenu. Les affaires internes sont toujours à ton cul. Qu'est-ce qui s'est passé? » Et là, encore une fois, soit le jeune policier va parler, mais il y a peu de chance, sans doute, que c'est moi, le maître de jeu,
qui va lui demander « Allez, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé vraiment? » Et là, le joueur en HRP va me donner des informations juteuses encore une fois. Oui! Il se peut même que dans la psychologie de son personnage, on commence à avoir des remords de conscience. Oui! Mais si je prends toute la place avec mon capitaine, on risque de passer à côté de toutes ces bonnes choses, tu comprends? Non seulement on passe à côté de ces informations-là, mais on passe à côté des personnages, carrément des personnages. Qu'est-ce qui fait que tu vas aimer un roman, une série, un film? Mais ça passe par les personnages, la qualité, la force des personnages, et pour ça, il faut les connaître. T'as beau avoir la meilleure histoire au monde, mais si les acteurs du film sont mauvais, qui sont à côté de la plaque concernant les émotions à transmettre, que ça joue faux, que les dialogues sont ternes, mais même si le scénario est bon, le film va être mauvais. Et plus tu vas donner le projecteur à tes joueurs et tes joueuses, plus ils vont pouvoir s'exprimer par le biais de leurs personnages et eux-mêmes les découvrir à la fois, mais plus ils vont s'attacher à leurs personnages, plus ça va être intéressant pour eux. Tout le monde est gagnant. Les joueurs, les joueuses et le MJ qui apprend des choses et qui va avoir des munitions et du matériel pour la suite de l'aventure. Donc, premier conseil pour ma vision des choses, réfléchissez à vos scènes afin de donner plus de projecteurs à vos joueurs et vos joueuses, à leurs personnages. Et tout le monde sera gagnant. Oh oui. Et lorsque je dis réfléchissez à vos scènes, moi je suis beaucoup en tous MJ, en improvisation. On parle pas de réfléchir pendant 3 jours. Ça se fait en 1 seconde. Tu tournes simplement le projecteur un peu plus vers les autres joueurs et joueuses, tout simplement. C'est tellement simple que c'en est con. Et pourtant, on enchaîne avec la deuxième situation où les MJ prennent parfois un peu trop de place. Et ça aussi, je l'ai fait souvent par le passé. Shame on me. Shame on me. Et ça, on le voit encore très souvent avec des MJ très connus avec de très grosses chaînes. C'est-à-dire qu'en début de session, en début de one-shot ou dans des moments importants, le MJ ou la MJ va utiliser le personnage d'un joueur ou d'une joueuse comme d'une figurine, va le faire bouger, te dire ce que tu ressens et va parfois jusqu'à faire parler le personnage à la place du joueur. Je l'ai vu. Et honnêtement, ça n'a pas vraiment lieu d'être. T'en as pas besoin et t'es même pas gagnant à faire ça en tant que meneur-meneuse. Devant une créature effroyable, de dire à un joueur ou à une joueuse « Ah, tu as peur, tu commences à reculer, tu sens une main froide te serrer le cœur, tes mains tremblent. » Je m'excuse, là, ce qu'on vient d'entendre, ce n'est pas un meneur ou une meneuse. C'est un réalisateur de film. La différence entre ça et un réalisateur et une réalisatrice qui crie « Action! Tu commences à avoir peur! Tu sens une main te serrer le cœur! Tu recules! Tes mains tremblent! » Coupé! C'était parfait, Brad! Excellent! Tu l'as joué parfaitement comme je l'ai dit! Sérieux, hein? Le rôle des MJ, c'est de poser l'univers. Le rôle des joueurs et des joueuses, c'est de réagir à ce que les MJ ont posé dans l'univers. Lorsque les MJ te dictent comment réagir, au pire, prennent le contrôle de ton personnage comme une figurine pour le faire réagir, clairement, ils sont dans la cour des joueurs. Ils sortent de leur rôle de poser l'univers et prennent le rôle des joueurs et des joueuses en main. Clairement, ici, on ne cherche pas des rôlistes, on cherche des acteurs, des actrices qui vont jouer dans le film qui se sont faits dans leur tête. Oh oui. Et shame on me, je l'ai fait. Oh oui, je l'ai déjà fait. Coupable. On le jette au crocodile! Et parfois, il m'arrive encore de passer tout près de le faire parce que je vois le joueur et moi, je vois les possibilités. Je me dis, s'il pouvait réagir de telle sorte. Et là, j'ai envie de prendre son personnage. Mais c'est mal. Là, t'es pas un maître de jeu, t'es carrément un réalisateur. Action! Tu cours! Tu as peur! Tu es certain qu'il va te rattraper! Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais comment on peut éviter? Et voyons toute la richesse que ça apporte lorsqu'on l'évite. Là, je vais te présenter une scène dont j'ai été témoin par le passé, mais j'ai fait beaucoup de changements là, pour pas qu'on reconnaisse. Le but, c'est pas de frapper sur quelqu'un, et comme je l'ai dit, je l'ai fait amplement par le passé, et encore aujourd'hui, je dois me taper sur les doigts quelquefois pour ne pas le refaire. Le but, c'est de nous conscientiser à ne pas le refaire, tous ensemble.
On se donne de l'énergie. Allez. Le one-shot commence comme ça, où on voit le personnage pour la première fois. Le MJ ou la MJ commence. Georges, ce matin, tu pousses la porte du bureau. Ce que l'on voit sur ton visage, c'est le découragement, de la tristesse. Tu salues à peine tes collègues de bureau et tu traînes presque tes pieds jusqu'à la machine à café. Wow, j'arrête immédiatement parce que c'est déjà trop, OK? De 1, tu prends le contrôle physique du personnage. De 2, tu lui imposes des sentiments. De 3, tu le fais parler, hein? Je salue à peine mes collègues de travail. Et en plus, tu me fais aimer le café. Oh non, là, t'as franchi la ligne. Clairement, ici, on est avec un meneur, une meneuse qui est réalisateur, réalisatrice. Il joue le film qu'il s'est fait dans sa tête. Et là, moi, ma question, pourquoi? À quoi ça sert? C'est tellement plus riche de laisser le joueur faire cette scène à sa façon. Et voici comment moi, je procède maintenant pour ce genre de scène. La méthode facile et que je recommande pas, c'est de le dire à son joueur ou sa joueuse avant. On va commencer une session et j'aimerais voir ton personnage un peu déprimé parce qu'il lui est arrivé telle ou telle chose. Mais selon moi, ce qui est le mieux, c'est de l'intégrer à la scène. Voici comment moi j'aurais procédé. Georges, tu t'apprêtes à rentrer au bureau et avant que tu pousses cette porte, j'aimerais savoir. Hier, ton monde s'est écroulé. Ta femme, avec qui tu es marié depuis 15 ans, t'a annoncé qu'elle voulait le divorce, qu'elle ne t'aimait plus depuis plus de 5 ans. Elle est partie avec vos 2 enfants chez sa mère. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va voir de Georges alors qu'il pousse cette porte? Et voilà, tout con, tout simple, on n'a pas besoin de prendre le contrôle de Georges et de le faire jouer dans le film qu'on s'était déjà fait dans notre tête. Le joueur derrière Georges n'est pas un acteur qui fait ce qu'on lui dit, c'est un rôliste qui réagit à l'univers qu'on lui pose. C'est au joueur derrière Georges de réagir face à la situation. Va-t-il pousser la porte, s'arrêter à mi-chemin, rester figé et la refermer, traverser la rue en face et entrer dans le café? Rester là 1 heure de temps jusqu'à temps que ses collègues de travail le voient par la vitrine et traversent pour aller le voir? Ou peut-être que Georges est un clown triste, tout comme l'était Robin Williams, mon acteur favori qui nous a quittés trop tôt. Mrs. Doubtfire, Good Morning Vietnam, La Société des Poètes Disparus, Patch Adams, et j'en passe. J'ai vu Robin Williams littéralement détruire des décors de late show américains. Ces gens-là, plus ils sont tristes, plus ils sont déjantés et éclatés lorsqu'ils sont en public. Alors le joueur derrière Georges pourrait entrer au bureau, faire des blagues plus qu'à l'habitude, complimenter Julie pour sa nouvelle coiffure et sa robe, lui dire que s'il n'était pas marié depuis 15 ans, il serait un sérieux prétendant, rappeler à Bill qu'ils ont fait des gageures sur le match de foot de demain, et après quelques folies, de dire au MJ, je m'en vais dans la salle de bain, je m'enferme dans un cabinet et je m'écrase littéralement sur la cuvette, assis. Mes épaules commencent à sursauter et je me mets à brailler comme un enfant. Wow! T'as vu le joueur s'éclater avec ses collègues de bureau et là s'effondrer dans la salle de bain? Bravo, joueur. Mais ça, si tu joues le film que tu t'es fait dans ta tête et que tu prends le contrôle du personnage et tu joues la scène à sa place, tu t'enlèves toute possibilité d'être surpris et de découvrir ces magnifiques scènes cachées dans le cœur de tes joueurs et tes joueuses. Il faut faire confiance aux gens autour de la table. Et si jamais ce n'est pas aussi bien que tu l'avais imaginé dans ta tête, qu'est-ce que ça fait? Ça n'empêchera personne de dormir demain matin. Et les guerres vont se poursuivre tout de même. Mais au moins, ta joueuse et ton joueur vont être heureux d'avoir joué leur personnage, de jouer leur introduction, de leur arrivée sur la scène et de jouer les scènes importantes du scénario. Réagir à leur place, les faire bouger, leur imposer des sentiments. Tu sais ce que j'ai le goût de te dire? Too easy, MJ. C'est trop facile. Le chemin le plus court est le plus aisé. Si ta mise en situation est bonne et claire, tes joueurs et tes joueuses vont réagir de façon adéquate. Et sérieux, tu penses tellement à côté de belles choses que pourraient t'amener les personnes autour de ta table. Ça fait toujours un petit pincement au cœur quand je vois ce genre de scène. Je me dis, s'il avait laissé le personnage aller et jouer sa scène. Mais ça, comme je te l'ai dit, c'est ma vision des choses à moi.
Mais honnêtement, si t'es un MJ réalisateur ou réalisatrice, je ne prendrai pas plaisir à être devant toi. Si tu commences à faire bouger mon personnage, à contrôler ses sentiments et ses pensées, comme si c'était une figurine, j'aurais tendance à te dire très gentiment, MJ, c'est parce que derrière ton écran, il y en a des figurines. Ça s'appelle des PNJ, des personnages non joueurs. Et t'en as tout plein. Moi, j'ai un seul personnage. Est-ce que je peux le faire bouger, le faire réfléchir, penser et avoir ses propres sentiments? S'il te plaît. On s'entend. Chacun sa cam. Mais moi, je ne snifferai pas de ton film que tu t'es fait dans ta tête. Le jeu de rôle, c'est un scénario, mais qui se construit aussi avec les joueurs et les joueuses. Point barre. Coupé! On y va avec le dernier point à aborder dans cette capsule. Tu sais, ces moments où les MJ s'installent au bout de la table et plongent leur nez dans leurs feuilles ou leurs bouquins pendant 10 à 15 minutes, te gavant du lore de leur univers. Et là, on ne parle même pas de l'introduction, là. Il y a une intro qui va venir après ça. Et je ne suggérerais pas d'éviter. Je parle de ces univers où ça prend ses clés afin d'y pénétrer. Des univers complexes. Donc, il les faut, ces clés et ces codes, pour y entrer. Mais il y a d'autres façons que le gavage. Il y a quelques semaines, il y a un jeu qui m'intéressait et j'ai vu un actual play passer, donc je me suis installé, j'ai commencé à l'écouter et j'ai eu le droit à un gavage de 15 minutes avant d'y pénétrer. À 22 minutes, je n'étais plus sur la vidéo. Et je ne suis pas le seul, puisque je savais qu'il y avait 2 autres personnes qui pouvaient être intéressées, j'ai donc envoyé le lien à celle-ci. L'une a écouté 5 minutes de plus que moi et l'autre 2 minutes de moins. Non. Je ne suis pas le seul à frémir devant le gavage d'historique avant une partie. Et nous, en écoutant un actual play, on peut s'enfuir en pesant stop. Eux, autour de la table, c'est ni plus ni moins que de la cruauté rôlistique, ça. Il y a environ 3 semaines, je suis tombé sur un actual play et c'était très rigolo parce que le MJ salue les gens au début, prend le temps de saluer environ 40 secondes, puis se lance dans le gavage de l'art de son univers. Et à moins de 4 minutes, c'est environ 3 minutes 45, c'est-à-dire que ça faisait moins de 3 minutes qu'il faisait son gavage, là. Il y a un joueur qui l'a interrompu en demandant « MJ, est-ce que c'est important ce que tu dis? Est-ce qu'on doit prendre des notes? Parce que moi, je retiendrai pas tout ça. » C'était vraiment spontané, c'était vraiment, là, c'était rafraîchissant. Et là, je suis reparti à rire parce que le MJ a dit « Non, t'as pas besoin de prendre de notes. » Signifiant que c'est peut-être pas si important et sous-entendu, je vais vous le répéter durant la campagne. C'était un petit moment cocasse sur une chaîne que j'adore. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Aujourd'hui, on est à l'ère TikTok et je te dirais que le taux et la durée de concentration, ça avoisine la minute, là. Faut prendre ça en compte un peu, là. Et on peut sérieusement se questionner sur l'efficacité du gavage d'un univers, là, en 10 minutes, 15 minutes, là. Et de mémoire, de ce que je me souviens des études, justement, sur la mémoire, le taux de captation, qu'est-ce que tu vas retenir si je te bombarde d'informations pendant 10-15 minutes? Si tu retiens 20%, c'est déjà beau, là. Et il y a d'autres façons de procéder. Commençons par celles que j'affectionne le moins, mais qui sont très efficaces. Tout con, tout simple, tu peux envoyer les pages de texte à tes joueurs, tes joueuses avant la campagne. Moi, ce que je faisais souvent, c'est d'envoyer l'audio. Je leur faisais la lecture. À ce moment-là, ils pouvaient l'écouter plusieurs fois sur leur smartphone, sur leur PC ou dans leur voiture. Mais si tu es un meneur ou une meneuse qui veut que tout se passe autour de la table ou si tu fais de l'actual play, eh bien, la technique la plus simple et la plus efficace au niveau de la mémoire, c'est de donner les clés de l'univers par à-coup. C'est-à-dire clé après clé. D'intégrer les clés, les codes de l'univers à l'intérieur de ton scénario. Exemple, si tu as un univers très proche, je sais pas moi, de Judge Dredd. On est dans le futur, c'est gris, des gros blocs carrés, c'est un régime très totalitaire, dirigiste, avec un couvre-feu à 20h le soir. Si on te voit dans les rues, on tire à vue. Et des règlements en veux-tu, en voilà. Eh bien, la solution, au lieu de lire pendant 10 à 15 minutes en début de partie, devant des joueurs et des joueuses qui retiendront à peine le quart de ce que tu dis, et qu'en plus, tu vas les emmerder royalement,
Bien, la technique du coup à coup, clé par clé, code par code, va convenir parfaitement ici, là. Tu lis une intro qui fait moins de 2 minutes, une mise en situation de cet univers et tu places tes joueurs sur le béton. Ensuite, tu leur offres les clés, les autres codes, au fur et à mesure que la situation s'y prête ou si ils posent des questions. Un PNJ est avec eux, il a mal à la tête, un mal de tête carabiné et il hurle. L'un des joueurs propose d'aller chercher quelque chose pour le soulager. Non, pas comme ça, n'exagère pas, là. En tant que MJ, tu lui révèles que les médicaments sont très dispendieux, accessibles que pour l'élite de la société, qu'il peut néanmoins trouver quelque chose de peu cher en pharmacie, mais qui sera très peu efficace. Mine de rien, mais tu viens de leur donner une clé de cet univers. Devant la souffrance de l'homme, le groupe se cotise et décide d'aller vers la pharmacie. Le moment est parfaitement idéal pour leur annoncer que dans 15 minutes retentira la première sirène. Celle qui annonce qu'il ne reste que 30 minutes avant le couvre-feu. À la deuxième sirène, à 20h, impossible de circuler dans les rues sans se faire tirer dessus par les autorités locales. De cette manière, non seulement tu n'assommes pas les gens autour de ta table, créant un effet soporifique avec un gavage indigeste, mais en plus, tout va être plus efficace au niveau de la mémoire parce que chaque clé, chaque code va être associé à une scène, un facilitateur pour la mémoire. C'est vraiment efficace. Ici, j'aimerais bien te dire que comme les autres conseils, c'est tout con, tout simple, mais c'est moins tout con, tout simple, ok? Parce que quand même, ça demande un effort, un travail de construction, de dire je prends le lore de mon univers et je l'introduis dans mon début de scénario. Mais c'est un petit effort qui en vaut vraiment la peine. Et rappelle-toi de cette petite scène où, à 3 minutes 45, le joueur lève la main et interrompt le MJ. Est-ce qu'il faut prendre tout ça en note? Est-ce que c'est vraiment important? Il faut éviter le gavage en début de partie. Ma vision, mon conseil. T'en fais ce que tu veux, hein? Moi, ça m'empêchera pas de dormir et ça n'arrêtera pas les guerres. C'est ce qui complète les 3 moments où je trouve que parfois les MJ prennent un peu trop de place. Mais avant de se laisser, je parlais en début de capsule que moi, j'avais été conditionné à prendre toute la place durant les premières 18 années de ma vie de rôliste en tant que MJ. Je t'explique, et peut-être que certains vont se reconnaître dans mon expérience. Prenons l'exemple des débuts des années 1990. À cette époque, on faisait des parties qui duraient en moyenne 7 à 8 heures. Et j'avais devant moi, et c'est pas méchant ce que je vais dire, j'ai un langage très coloré, là, mais que j'appelle des joueurs, des joueuses popcorn. C'est-à-dire que les gens viennent autour de la table, amènent des croustilles, amènent de la malbouffe, de la boisson gazeuse, de la bière, et on s'installe, et Eric va donner un spectacle. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, on était dans le RP non-acting. Tu sais, la petite parenthèse que j'ai fait en début de la capsule? À cette époque, les joueurs, les joueuses arrivaient devant une porte. Qu'est-ce que tu fais? Je la défonce. Lance les dés. Vous êtes dans la maison. Qu'est-ce que vous faites? On fouille. Lance les dés. Bon, vous avez attaché cette personne sur la chaise. Qu'est-ce que vous faites avec elle? On l'interroge. Elle lance les dés. Les joueurs disaient ce qu'ils faisaient. Ils étaient beaucoup dans le RP où on décrit ce qu'on fait, mais on ne va pas acter nos personnages. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça dans mon cas et dans mon entourage. La semaine dernière, je jouais avec Papa DM et mon personnage défonçait une porte. Mais j'ai décrit comment mon personnage défonçait la porte. J'ai pas dit je défonce la porte. Non, j'ai carrément montré la scène et j'ai acté littéralement le défonçage de porte. C'est malade. Mais dans les années 90, si on interrogeait une personne, on disait tout simplement, écoute, on lui demande s'il a vu la famille Johnson ces derniers temps. T'avais pratiquement aucun joueur, aucune joueuse qui faisait du RP acting. Genre, on t'a vu la semaine dernière tourner autour de la maison des Johnson, et hier t'as parlé à leur fille. Tu vas pas me faire à croire que t'as rien à voir là-dedans. Oh non, tu voyais pas ça du tout autour de la table. Si bien que le temps de parole des joueurs, même s'ils étaient 4 devant moi, était minime. Parce que moi, en tant que maître de jeu, j'étais dans le RP acting depuis le début.
Moi, je actais la personne attachée à cette chaise. Vous allez me lâcher! Vous faites erreur sur la personne! Lâchez-moi, bande de connards! Si les joueurs rencontraient un bossu, je me levais de table, je me courbais et... Suivez-moi, je connais l'entrée secrète, allez! Donc, même si tu rassembles tout le temps de parole des joueurs et des joueuses ensemble, ça donnait peut-être 2 heures. Tandis que moi, à moi tout seul, en tant que MJ, je parlais 5 heures durant une session. Parce que je faisais tous les personnages, je faisais les voix et j'actais. Et j'ai fait ça pendant les 18 premières années, pratiquement tout seul. Les joueurs et les joueuses disaient ce qu'ils faisaient, actaient un tout petit peu, mais moi, j'y étais à fond la caisse. Si bien que de la place, j'en prenais beaucoup, énormément, passionnément. C'était quasiment un spectacle pour les joueurs et les joueuses. Oui, j'ai été conditionné à prendre beaucoup trop de place comme MJ autour d'une table. Et aujourd'hui, moi, j'ai ma feuille des 10 commandements. C'est un petit truc que je te donne, que moi je fais. C'est peut-être plus pour les vieux rôlistes qui, à la longue, ont pris des habitudes et aujourd'hui, ils veulent s'en départir. Je me suis fait une feuille que j'ai nommée les 10 commandements et cette feuille-là, je la lis 5 minutes avant de me lancer dans une partie que je vais mener. Exemple, le premier commandement ressemble à ceci. OK, prends la narration, rajoute ta couleur, dis ce que tu as à dire et après, envoie vite le ballon de la narration à un autre. Pourquoi? À cause de mes 18 premières années où je prenais toute la place et du fait que j'ai une putain de grande gueule. Et ça marche. Pour les gens qui jouent avec moi aujourd'hui, le savent, je suis très conscientisé pour le temps de parole de chacun. Je vais souvent faire la distribution. Si un personnage parle un peu moins, mon personnage va avoir tendance à l'interpeller un peu plus pour l'amener sous les projecteurs. Et là, je le dis tout de suite, les gens qui me connaissent savent que j'ai tendance à partager facilement mes documents, mais là, les 10 commandements, non, pas touche. C'est personnel à moi, donc chacun a ses 10 commandements qui lui sont propres. Je te le conseille, tu fais la liste des choses que tu veux améliorer durant une partie ou des choses que tu ne veux pas faire durant une partie, et tu la lis juste avant de commencer ta session et ça aide grandement. Ça ne règle pas tout, mais ça aide. Bon, je crois qu'on a fait le tour, là. Avant qu'on se laisse, je t'invite à aller faire un tour sur la chaîne, aller voir ce qu'on fait. Entre autres, un nouveau concept, Tandem Ball. On est 2, on improvise une histoire. Un seul règlement, on ne peut pas garder la narration plus de 2 minutes, donc c'est vraiment une histoire qui se construit à 2. Très intéressant. Et pour notre premier, on a plongé dans l'univers de Hellboy. Yeah! Nous, on se donne un prochain rendez-vous pour un actuel play ou une capsule ou un nouveau concept, sait-on jamais? Il y a des choses qui arrivent. Et si t'aimes les gens qui brassent le JDR, imagite le JDR, t'es sur la bonne chaîne. Encourage-nous avec un pouce pour cette capsule. Commente si tu n'es pas d'accord ou si t'es d'accord. Chacun sa vision et respect. Tu peux nous écouter en podcast, entre autres sur Spotify. Abonne-toi à notre Facebook. On est sur Instagram, TikTok. Et bien sûr, si t'es pas déjà abonné sur notre YouTube, mais putain, qu'est-ce que t'attends? Que je te ligote sur une chaise? Et que je te fasse bouffer le lore de mon univers pendant 15 minutes sans arrêt? C'était Eric pour les Imagitateurs. Brasse ton JDR, imagine ton JDR, et on se dit à une prochaine. Ciao!